on va s'attaquer aux règles de base dans la survie. Donc on va voir dans ce module-là 4 règles qui sont complémentaires, qui vont vraiment te permettre d'avoir une idée du matériel que tu dois emporter, de comment l'utiliser, de comment te comporter sur le terrain et de comment prendre les décisions. On va commencer par la légendaire règle des 3. C'est la règle la plus basique dans le milieu. Elle va nous permettre tout simplement de hiérarchiser nos priorités, nos besoins vitaux. On aura la règle des 6C. Alors tu verras que j'ai apporté du matériel à disposition. Tu vas pouvoir voir du vrai matériel qui a servi de tes propres yeux. Celle-ci, elle va catégoriser tous les outils en 6 familles. On verra justement quels outils sont indispensables et certains peut-être moins dans des situations de survie. On parlera de la règle des 4 W. Celle-ci, c'est une règle basique qui va permettre de sélectionner un terrain propice à un bivouac ou tout simplement à un abri d'urgence pour éviter le suraccident. Ce serait complètement con, par exemple, dans notre situation d'avant. Tu as survécu à la noyade, tu as réussi à te soigner, tu es enfin en sécurité. Maintenant, tu dois penser à la hiérarchie de tes besoins. Et finalement, tu t'installes sous un arbre avec une grosse branche qui te tombe sur la gueule et qui va te finir. Donc ça, ce sera une priorité à apprendre. Et enfin, je te parlerai de la méthode PASOPEC. Alors celle-là, c'est la mienne, elle va permettre justement de hiérarchiser les actions sur le terrain pour être sûr de ne pas te perdre. Parce qu'il y aura toujours des priorités. Par exemple, est-ce que j'appelle les secours avant d'essayer de me construire une cabane? Alors on peut en rigoler, ça paraît logique, rationnel, mais il faut savoir qu'en situation de survie, tu vas perdre des points de QI. Tu perds de l'intelligence, tu es choqué, t'as pris des coups d'adrénaline, franchement t'es pas bien. Et c'est à ces moments-là, en fait, si tu n'as pas quelque chose de structuré, de hiérarchique, que tu commences à faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Alors la règle des 3, qu'est-ce que c'est? Celle que je vais te présenter, elle va se distinguer en 8 points clés. Il faut savoir que c'est une règle qui existe depuis des décennies, qui est transmise dans le milieu des survivalistes, qui est transmise dans le milieu de l'armée. Et chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Ok, donc le premier point clé, c'est 3 secondes d'inattention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe le milieu naturel dans lequel tu es, peu importe l'activité que tu fais, même si tu es en groupe, en 3 secondes, tout peut être chamboulé, tout peut changer. Alors comme on l'a vu, tu peux tomber dans une rivière, tu peux aussi être en forêt, te fracasser la jambe et puis te fracasser la tête par terre, tu peux te prendre une branche sur la tête, tu peux traverser la rue et te faire faucher par une voiture, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler l'inattention. Et l'inattention, elle est influencée par divers facteurs. Alors déjà, il va y avoir ton confort. Mine de rien, avoir chaud et ne pas avoir froid, ça te permet d'être beaucoup plus concentré. Tu as pu le voir depuis le début de la formation. On va avoir tout ce qui va être fatigue. J'en ai parlé tout à l'heure, 3 jours sans dormir. Mais quand tu as passé 3 jours sur le terrain sans dormir, et puis tu commences à grimper sur des trucs comme ça avec 100 mètres de vide sur le côté, il y a de grandes chances que tu bascules. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai pas ni trop chaud ni trop froid? Est-ce que je suis bien hydraté? Voilà. Tout ça, ça va former un ensemble global qui vont affecter ton attention. On va aussi avoir l'émotionnel, comme je te le disais tout à l'heure, savoir garder son sang-froid. Si tu es submergé par la peur, si tu es submergé par l'angoisse, tu seras incapable d'être attentif aux détails qui se trouvent autour de toi. Le deuxième point clé, c'est 3 minutes sans oxygénation des centres vitaux. Alors ça, on en parlera un peu plus précisément dans la partie premier secours. Il faut savoir que 3 à 4 minutes sans oxygénation de tes centres vitaux, tout simplement, ça va provoquer des dégâts qui seront irréversibles au cerveau. C'est-à-dire que tu as de grandes chances de finir comme un légume, comme ça. Ou alors tout simplement de finir dans une détresse vitale, ton cœur qui s'arrête. Ensuite, on a 3 heures sans thermorégulation. La thermorégulation, qu'est-ce que c'est? Tu as dans ton cerveau un centre qu'on appelle l'hypothalamus. En gros, c'est le thermomètre de ton corps. Et lui, il va faire varier la température de manière à toujours rester entre 36, 37, 37,5 degrés. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as trop froid? Tu te mets à avoir des frissons, tu te secoues comme ça. C'est tout simplement ton corps qui va créer des frictions avec tes muscles pour produire de l'énergie, de la chaleur, pour pouvoir concentrer un maximum de chaleur dans ton corps. Et ce qui va se passer, c'est que si tu as trop froid, que les frissons ne suffisent pas, que tu continues à descendre en température, ton corps il va décider d'arrêter d'irriguer certaines parties du corps. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Il va d'abord arrêter sur le bout des doigts, le bout de nez, le bout des oreilles, les orteils. C'est pour ça que c'est ce qui gèle en premier, c'est ce qui va nécroser en premier. Et donc, dans cette situation-là, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concentrer la chaleur près des points vitaux pour te maintenir à un maximum de temps possible. C'est ça la réaction de survie du corps.
Et donc, si tu n'es pas prêt à te thermoréguler dans les 3 heures, c'est-à-dire si tu n'as pas un abri ou si tu n'as pas les vêtements adéquats, comme je porte actuellement avec l'environnement, avec la température, ça peut descendre très vite. Et si tu descends en dessous des 28 degrés, tu te rappelleras ça, mais on verra ça un peu plus approfondi, tu te retrouveras dans ce qu'on appellera une hypothermie modérée à sévère. Et là, sans intervention médicale, on ne pourra pas te réchauffer. Même si tu te mets près d'un feu, même si tu utilises une bouillotte ou quoi que ce soit, tu ne pourras jamais assez te réchauffer pour pouvoir éviter les conséquences. A l'inverse, on va avoir l'hyperthermie. L'hyperthermie, qu'est-ce que c'est? C'est quand ta température elle grimpe au-dessus de 39. Alors ça, tout le monde a déjà connu quand on est malade, quand on a une grippe. Mais ça va arriver sur le terrain principalement parce que tu n'es pas assez protégé du soleil, parce que tu n'es pas assez hydraté. Et les conséquences, ça va être la même chose qu'une insolation. Ça va être un mal de tête, tu peux te mettre à vomir, tu vas accélérer ta déshydratation, tu vas prendre des décisions qui seront peut-être incohérentes, irrationnelles, tu vas être complètement désorienté. Voilà, tout ça, on va l'éviter. Donc la thermorégulation, ça inclut les vêtements qu'on porte adaptés à l'environnement et ça inclut la capacité à pouvoir se protéger de l'environnement extérieur, se protéger du vent, se protéger de la pluie, se protéger du soleil. Voilà. Ensuite, on a 3 jours sans boire. Alors concrètement, ça sera beaucoup moins sur le terrain. C'est juste un ordre d'idée. Quelqu'un qui ne survit pendant 3 jours sans boire, c'est quelqu'un qui va rester sur place quelque part, qui est dans un environnement assez acceptable, tempéré, qui ne va pas faire de grands exercices, qui ne va pas trop bouger et surtout qui était déjà très bien hydraté avant sa situation de survie. Donc je te renvoie justement à ce qu'on a vu précédemment, à l'anticipation. Ensuite, on a les 3 jours sans dormir. Alors j'ai commencé à en parler un peu avant. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 jours sans dormir? Déjà, au bout des premières 24 heures, tout le monde a déjà fait une nuit blanche. On n'est pas totalement en forme. On n'a pas la totalité de l'énergie nécessaire qu'il nous faudrait pour pouvoir accomplir toutes les tâches pour survivre. Donc je te mets au défi de ne pas dormir pendant 24-48 heures. Aller dans la forêt pour y rester une nuit sans dormir, dans le froid, dans la faim, et d'aller chercher 50 kg de bois pour te monter une cabane, pour allumer un feu, aller faire une randonnée de 5 km pour aller trouver de l'eau, revenir, la traiter. Tu verras que tout ça, ça va être très difficile avec de la fatigue. Au bout de 24 heures, on peut encore s'en sortir, mais quand on arrive à 48 heures, 72 heures et au-delà, on va voir des choses, des facteurs qui vont venir influencer notre comportement. On va avoir des facteurs, par exemple, hormonaux. On va avoir des facteurs qui vont être psychologiques. Certains se mettent, par exemple, au bout de 72 heures, à avoir des hallucinations. Ils vont confondre la réalité avec ce qu'ils imaginent. Par exemple, ils peuvent très bien imaginer j'ai été chercher de l'eau, j'ai de l'eau à disponibilité, j'ai pas besoin de rebouger pour aller en chercher. Sauf que la nuit est tombée et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais été chercher de l'eau. Ça, c'est une réalité à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il va falloir être capable de s'abriter, répondre à ses besoins vitaux prioritaires et surtout être capable de s'accorder des moments de repos, des moments de détente, afin de pouvoir permettre au corps, justement, quand il dort, de pouvoir désintoxiquer tout ce qu'il contient, de pouvoir reposer le cerveau, de pouvoir avoir une meilleure réflexion, une meilleure rationalité. Ensuite, on a les 3 semaines sans nourriture. Alors ça aussi, on a un module spécifique qu'on attaquera pendant la formation. Les 3 semaines, c'est la même chose que les 3 jours sans boire, c'est vague. 3 semaines, c'est vraiment le mec, encore une fois, qui est posé, qui ne fait rien, qui était très bien alimenté avant, qui attend les secours, qui ne dépense pas beaucoup d'énergie. Voilà, et ça va dépendre, encore une fois, des facteurs environnementaux, des facteurs de santé. Mais au bout de 3 semaines sans nourriture, même le meilleur des gaillards, en général, il va être par terre et il va commencer à essayer de ramper comme ça simplement pour aller chercher un petit bout de flaque d'eau. C'est pour te dire à quel point ça va te détruire au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau psychologique. Donc 3 semaines, c'est très large. C'est histoire de te dire que dans une survie jusqu'à 72 heures, tu n'as pas besoin de te préoccuper de l'alimentation. Tu n'iras pas chercher des champignons que tu ne connais pas pour les manger et risquer de t'intoxiquer. Tu n'iras pas essayer de chasser une pseudo-bestiole qui n'existe pas pour dépenser de l'énergie inutilement. On rayera complètement, nous, pour notre survie à 72 heures, le terme de nourriture, d'alimentation, sauf cas d'opportunisme. On en parlera dans le module associé. Ensuite, on a les 3 semaines sans hygiène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement 3 semaines sans hygiène? Ça va surtout être adapté à ceux qui vont être dans une situation prolongée en milieu naturel, ceux qui vont faire des expéditions, ceux qui travaillent beaucoup sur le terrain comme les militaires ou les scientifiques. Mais ça va surtout avoir son rôle en termes de premier secours. Par exemple, toujours désinfecter même la moindre petite plaie, se laver les mains,
pour éviter de porter des germes à la bouche. Parce que c'est complètement con, par exemple, de traiter son eau, de faire bouillir, de faire tout ce qu'il faut pour ne pas choper la chiasse, la déshydratation, se lécher les doigts en faisant je ne sais quoi, et choper la chiasse, etc. Donc là, on a perdu du temps et en plus, on se met dans une très mauvaise situation. L'hygiène, ça va être aussi une notion de campement. Ne pas faire ses besoins à 10 mètres de là où on dort. Ça peut sembler rationnel, mais encore une fois, dans une situation de survie, il y a plein de choses qui ne sont pas rationnelles. Donc on va créer une zone sanitaire, une zone où on va pouvoir aller faire nos besoins. On va séparer cette zone, par exemple, d'un potentiel blessé qu'on mettra dans une autre zone. On séparera notre zone alimentation quand on va faire la popote, qu'on va faire à manger, qu'on va jeter des déchets, voilà, de notre zone où on va dormir, où on va se reposer pour éviter notamment, par exemple, d'attirer des animaux sauvages qui pourraient être dangereux. Donc tout ça, ça va être inclus dans le terme d'hygiène. On en parlera un peu plus spécifiquement aussi dans les premiers secours parce que c'est une base. Et enfin, on a les 3 mois sans contacts sociaux. Alors vu que nous, on va aller sur des périodes de survie jusqu'à 72 heures, on va pas en tenir compte. On va juste en parler pour avoir une idée des impacts que ça peut avoir psychologiquement et physiquement sur un individu. D'abord, il faut savoir, il faut préciser que l'être humain est un animal social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a besoin de contact avec d'autres individus de son espèce. Il a besoin d'exprimer des sentiments, d'exprimer des émotions, mais aussi en recevoir. Par exemple, être aimé, être réconforté, être rassuré. Le problème, c'est que si on ne prend pas ça en compte, on va très vite commencer à tourner en rond dans notre tête. Alors au début, ça va être peut-être des choses que vous avez déjà vécues. Vous allez vous rappeler de certaines choses, vous allez parler de vos proches, vous allez vous dire, tiens, peut-être que dans la vie, j'aurais aimé faire ça, ça ou ça avant qu'il soit trop tard. On va commencer à penser au regret. Et très très vite, ça va pousser vers des idées qui peuvent être noires, par exemple des idées suicidaires. On a également un certain nombre d'études qui nous prouvent que les problèmes psychologiques qui sont dus à l'isolation sociale complète ont un impact physique. Par exemple, un impact sur la capacité cardiovasculaire. Alors, est-ce que tu as des questions par rapport à cette règle? Je t'écoute.